Donc bienvenue en fait à vous tous encore une nouvelle fois pour une nouvelle séquence. Donc une petite séquence qui va tenter d'expliquer un petit peu la différence entre l'hypnose de spectacle, donc ce qu'on peut avoir en fait justement actuellement à la télévision, et l'hypnose thérapeutique. Alors, très éloignés et finalement très proches l'un de l'autre. Donc aujourd'hui, la grande tendance dans les émissions qu'on peut voir notamment représenté par le célèbre en fait Mesmer, on peut donc assister à des phénomènes finalement très puissants, très curieux. Alors, premièrement, moi pour aussi donc pratiquer régulièrement en fait ce qu'on appelle aussi majoritairement l'hypnose de rue ou l'hypnose de spectacle, je peux vous dire que ces phénomènes sont tout à fait réels. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se dit, tiens, certaines personnes ont cette capacité de rentrer instantanément en état d'hypnose? Alors pourquoi? Parce qu'on va dire que statistiquement parlant, en fonction d'individu à un thérapeute, il y a 10% d'une population qui reste très suggestive. Et c'est pour ça que dans ces émissions, on leur demande souvent de faire des petits tests avec des doigts qui vont se coller, ou d'autres choses, il y en a plein des tests comme ça. Quand on a identifié ce public, on va pouvoir justement lui permettre de pouvoir faire une induction rapide, ce qu'on appelle une rupture de pattern. Une rupture de pattern, c'est quoi? C'est en gros faire passer votre niveau, en fait, votre cycle d'onde cérébrale, qui est en général un niveau, on va dire, à 14 cycles par minute, à un cycle beaucoup plus court. Donc en fait, à un état d'hypnose, voilà, approfondi. Simplement, voilà, en créant un bug au niveau du cerveau. À partir de là, la personne devient comme dans tout état d'hypnose, en fait, très suggestive, très sensible finalement aux informations qu'on lui donnera. Donc ça, c'est 10% de la population. 80% de la population, elle, est suggestive de manière normale. Alors, c'est pas si simple que ça, elle est suggestive de manière normale. Pourquoi? Parce que son rapport à la discipline, parfois, est craintif. Moi, ça me fait peur parce qu'il y a beaucoup de questions que je me pose. Est-ce qu'on va rentrer dans mon esprit de faire ce qu'on veut, ainsi de suite. Donc le rapport de confiance, la représentation que la personne a de l'activité, mais aussi le statut qu'elle donnera à l'hypnothérapeute qui est en face de lui, ou les rumeurs de sa compétence, tout ça, vont faire que son niveau de suggestibilité va évoluer. Donc soit vers ces 10% dont je vous ai parlé, soit vers les 10% qui va rester. Donc les 10% qui va rester, on va dire, c'est les 10% qui restent, c'est les personnes qui vont être très peu suggestives par rapport à vous, à votre hypnose. Pourquoi? Parce que peut-être vous n'avez pas su la rassurer. Peut-être simplement elle est restée dans des carcans, dans des projets qui faisaient que, bon voilà, qu'importe, il peut y avoir de toute manière 100 000 raisons qui font que. Simplement, c'est juste l'état de suggestibilité est relatif d'une personne à l'autre parce que, en fonction du rapport de confiance et des événements. C'est pour ça que d'ailleurs, on peut voir des fois des personnes qui au départ faisaient les petits tests et ça ne fonctionnait pas. Et au fur et à mesure des expériences en fait, qu'elle vivait ou qu'elle voyait, se disait ah bah tiens ouais, ça m'interpelle et donc ça modifie la perception et donc finalement en fait après on les retrouve finalement être capables de le faire et donc à pouvoir partir dans une hypnose rapide. Voilà. Maintenant, les processus de changement que vous voyez sont réels, mais ce qu'il faut comprendre, et encore une fois compliqué aujourd'hui parce que finalement en cours d'exploitation, compliqué de savoir si ces notions qui sont transmises, si ces changements qui sont transmis, ont une durée à long terme. C'est ça la question. Finalement, on induit un changement chez une personne. La question, est-ce que finalement, ces changements sont durables? Difficile de le savoir aujourd'hui. Tout du moins, moi, je ne me permettrai pas de m'avancer là-dessus. Autant il y a des recherches qui tendent vers ce sens, et autant d'autres que non. Je pense que la neuroscience aujourd'hui essaye de répondre à ces questions. Alors maintenant, l'hypnose thérapeutique, déjà oui, a un but dans un premier temps, donc d'accompagner et d'aider à la résolution en fait de problèmes. On verra dans une autre séquence qui sont diverses et variées. Donc l'hypnose thérapeutique, c'est le même processus, sauf que la notion d'induction, donc c'est cette étape qui va donc permettre d'amener l'individu à l'état d'hypnose, sera plus subtile, plus longue et permettra certainement d'amener à des états de profondeur de transe un peu plus importantes. Vu que 80% de ma population est suggestive moyennement, l'hypnothérapeute va utiliser en fait d'outils, de moyens pour justement accompagner, approfondir cette étape. Moi, de mon point de vue, et ça reste que mon point de vue, passer par cette étape est primordiale et importante parce qu'elle développe davantage la communication et le partenariat. D'accord? Donc, et à mon sens,
de par mon vécu, permet d'instaurer des changements sur le long terme, et dans certains cas, de toute manière complètement définitive. Alors la différence, finalement, c'est que, encore une fois, la frontière est très minime, c'est que dans tous les cas, on passe par une induction, donc un état qui amène justement à ressentir l'état d'hypnose, pour amener un changement. Simplement, la première qui est directive, elle s'impose, tu vas faire ça, tu vas faire ce que je te dis et comme ça. Voilà. Encore une fois, on peut faire différemment, j'ai envie de dire, mais naturellement, dans l'hypnose de rue, on est dans je m'impose à toi, je m'impose dans mes idées, dans ma manière de faire. L'hypnose thérapeutique, notamment l'hypnose ericksonienne, est une approche permissive, c'est-à-dire qu'elle est dans l'accompagnement de l'hypnothérapeute, dans les ressources du subconscient. Donc en fait, on va simplement dans sa boîte à outils, on lui fait remarquer qu'il a ses outils et comment on va les utiliser pour justement amener un changement. Donc finalement, je ne sais pas si j'ai répondu clairement ou pas, simplement vous dire que ce que vous voyez, c'est une réalité. Que l'un dans l'autre aujourd'hui, c'est-à-dire des suggestions directes ou indirectes, rien ne permet de définir ou de constater que l'un est mieux que l'autre, mais on sait que forcément sur certains types de personnalité, il est plus approprié de passer par des suggestions indirectes, donc permissives, plutôt que par des suggestions directes. Et ça, c'est l'expertise finalement de l'hypnothérapeute et son expérience, son ressenti, qui vont permettre dans ce sens-là. Maintenant, concernant les apprentissages à long terme, la modification de la perception à long terme, là, encore une fois, actuellement, je pense que dans les études qui sont données, ma propre expérience me font opter vers l'hypnose ericksonienne, qui pour moi, voilà, pour le vivre au quotidien, mais ça ne reste qu'un point de vue. Donc, voilà, de ce côté-là, je ne me permettrai pas de mettre des certitudes sur ces informations. Encore une fois, toujours pareil, même principe. Si vous avez des questions, peut-être des choses auxquelles je n'ai pas pensé, des points qui vous semblaient peut-être un peu douteux, n'hésitez pas, donnez-moi les informations, et ça sera avec plaisir finalement que je tenterai de répondre, peut-être avec plus de précision cette fois-ci, à vos questions. Voilà, bonne journée à vous.